ICEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, on va parler de phytothérapie clinique, c'est-à-dire de la médecine par les plantes, avec le docteur Marie Coupleux. Marie Coupleux, vous êtes docteur en pharmacie, vous avez bifurqué ensuite sur une formation en naturopathie aromathérapie à l'université Paris 13. Vous êtes formé en endobiogénie, qui est de la phytothérapie clinique. Vous alternez entre une pratique de traitement de patients en cabinet et la pratique en tant que pharmacienne en officine spécialisée, homéopathie, préparation magistrale à Paris. Vous êtes enfin chargée de cours en phytothérapie et aromathérapie dans plusieurs universités et également formatrice au sein de l'Institut d'endobiogénie, médecine préventive et intégrative. Quel parcours! Bonjour Marie Coupleux. Bonjour Gilles, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Donc, qu'est-ce qui vous a emmené aux médecines naturelles depuis votre parcours de pharmacienne ? Alors, c'est ma maman. Ma maman, en fait, m'a toujours soignée en fait avec des plantes, avec des remèdes dits de grand-mère. À cette époque-là, on parlait beaucoup de remèdes de grand-mère. Et quand en fait ça suffisait pas, on allait en fait chez le médecin. Ouais. Et puis en fait, la vie s'est faite de rencontres qui peuvent être capitales et très structurantes pour notre devenir. Et j'ai eu la chance en fait de rencontrer un médecin acupuncteur qui s'occupait de ma famille et de moi-même, et dont la femme en fait était pharmacien et avait quitté en fait la voie de l'officine et en fait soignée avec des remèdes spagyriques, donc avec des plantes qui sont traitées de façon différente selon quatre volets, la décomposition. C'est Paracelse, ça, la spagyrique. Oui, c'est tout à fait, c'est le philosophe Paracelse. Voilà. Et quand j'ai vu en fait ce qu'elle faisait, ça a fait écho en moi et je me suis dit un jour je ferai ça. Alors, je fais pas vraiment de la spagyrie, c'est pas mon rayon, mais en tout cas, je me suis lancée dans les plantes. D'accord, c'est parfait. Et vous êtes parti sur l'endobiogénie, donc de la phytothérapie clinique. Oui, c'est ça. Donc, l'endobiogénie, c'est particulier, c'est une approche de l'humain qui repose sur deux principes. Le premier, c'est qu'on a donc un gestionnaire, alors moi j'aime bien dire un PDG, qui gère l'organisme. Et ce PDG, en fait, c'est le système endocrinien. Juste pour savoir en fait quand il y a fécondation, donc quand il y a la création d'un être humain, une des premières choses qui va apparaître au niveau de l'œuf, c'est des hormones. Ouais. Donc en fait, le système endocrinien, c'est ce qui va gouverner notre organisme. Et pour pas être, ce que j'aime bien faire comme comparaison, c'est que pour pas être esselé, un PDG, en fait, il voit grand, il voit large, il voit loin, il a besoin d'aide, il a besoin d'un bras droit. Et son bras droit, ça va être ce qu'on appelle le système nerveux végétatif. Et on sait que le système nerveux, il apparaît à partir de la 6e, 7e semaine de grossesse. Donc on a vraiment cette espèce de hiérarchie. Premièrement, système endocrinien. Deuxièmement, système nerveux végétatif. Eh bien, l'endobiogénie, elle a réussi en fait à intégrer en fait ces deux éléments, et en fait, on va raisonner en fait avec ces deux éléments pour savoir en fait comment fonctionne l'individu, quel est son état d'équilibre et pourquoi en fait quand il vient nous voir, quand il vient nous consulter, il est en fait dans ce fameux état de déséquilibre qui est le meilleur équilibre qu'il a trouvé lui au moment où il vient vous voir pour survivre, parce que le but de l'organisme en fait, c'est toujours d'avancer et toujours de survivre. D'accord, donc si je comprends bien, vous utilisez l'analyse de deux systèmes. Un, si je peux me permettre, qui est un peu plus lent, qui est la voie endocrinologique, ouais. Et un beaucoup plus rapide, qui fait l'adaptation rapidement tout de suite, qui est le système nerveux, n'est-ce pas ? C'est ça, tout à fait. Et le système nerveux végétatif, en fait, effectivement, il a une vitesse de réaction qui est extrêmement rapide. C'est ce qui fait que quand on met la main sur une plaque électrique, on va pas attendre que le système endocrinien, ça remonte en haut et vous dise, il faudrait peut-être que tu enlèves ta main parce que vous êtes brûlé au 3e degré. C'est vous mettez, vous enlevez immédiatement. Donc le système végétatif, il réagit très rapidement. Donc il fait monter les informations, il les fait descendre. Mais parfois, comme tout bras droit, la communication peut être pas forcément efficiente, ou alors déséquilibrée. Et là, on va avoir des signes cliniques, des pathologies qui vont arriver. C'est ça, donc à travers tous ces signes cliniques, qu'ils soient en fait signes cliniques, c'est-à-dire in situ sur le patient ou peut-être par voie sanguine, vous arrivez à établir le profil, si je puis dire, pour simplifier évidemment, donc le terrain, le bilan endocrinologique et neurologique du système végétatif sur vos patients. Et de là découle, j'imagine, le traitement.
Tout à fait. Donc on va d'abord avoir une anamnèse, donc un interrogatoire du patient qui est très long parce qu'en fait... J'imagine. Ouais, en endobiogénie, ce qui compte aussi beaucoup, au-delà de ces deux éléments importants qui sont vraiment propres au fonctionnement de l'organisme, on attache beaucoup d'intérêt en fait au terrain du patient et au patient avec un grand P. Ça veut dire que ce qui compte pour nous, c'est la ligne de vie, c'est-à-dire comment ça s'est passé, comment sa vie s'est déroulée jusqu'au moment où il vient nous consulter. Donc l'enfance, la naissance, l'adolescence, dans quel contexte il évolue, est-ce que c'est un citadin, est-ce que c'est quelqu'un qui vit à la campagne, quel est son métier, est-ce qu'il a beaucoup de pression, est-ce qu'il n'a pas beaucoup de pression, est-ce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Si c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, il va être confronté en fait à des décalages horaires, à des modes de vie, à des cultures différentes, et il va donc mettre son corps en adaptation en permanence ou en tout cas très régulièrement. Donc en fait, il faut que cette personne-là, on sait déjà de par son métier qu'elle va avoir besoin d'avoir des axes. Alors nous, on parle en axe endocrinien adaptatif. Voilà. Alors il y en a deux qui sont vraiment initiateurs de l'adaptation, qui sont la surrénale et la thyroïde. Il faut que ces deux axes-là fonctionnent vraiment au taquet. D'accord, mais je me permets de rebondir et de revenir sur la ligne de vie parce que je pense que peu de personnes portent le poids de cette ligne de vie. C'est pas juste une anamnèse, comment c'était quand vous étiez petit. En fait, je pense que ça décrit aussi le fonctionnement inhérent de terrain de la personne dès son enfance qui, je pense, va se répercuter comme des répliques plus tard. Oui, on sait alors en endobiogénie qu'il y a des espèces de cycles endocriniens. Donc on sait qu'à la naissance, en fait, on a une surrénale qui doit être très importante parce que il faut quand même savoir que c'est le bébé qui décide de naître. Hein. C'est lui qui qui impulse l'accouchement. Et pour pouvoir aller dans l'accouchement, il a une glande surrénalienne qui est pratiquement de la taille d'un adulte. Elle va régresser après, donc il a en fait une imprégnation surrénalienne très importante. Donc quand il naît, il va mettre 3 mois en fait à éliminer aussi tout le cortisol de stress et avoir une surrénale qui redevient à sa taille normale. Puis après, on rentre dans des phases, dans des cycles qui sont très bien décrits en endobiogénie. Une phase de répétition générale jusqu'à 1 an, puis après on rentre dans la phase thyroïdienne, puis après la phase surrénalienne, la phase gonadotrope, et puis après la phase somatotrope et la phase gonadotrope. Et en fait, s'il y a des événements particuliers, des chocs, des deuils, des séparations, des traumas, par exemple des attouchements ou autre chose, eh bien sur certaines phases de développement du système endocrinien, eh bien ça va pouvoir, alors ça dépend des gens et bien évidemment ça dépend du contexte, ça dépend aussi de la génétique de la personne, pouvoir générer en fait des fragilités en tout cas à l'âge adulte. Et c'est en comprenant ce qui s'est passé dans l'enfance de la personne qu'on va pouvoir mettre en évidence une fragilité, par exemple thyroïdienne à l'âge adulte ou en postpartum ou à la ménopause. Intéressant. Ça veut dire qu'en fait, selon cette ligne de vie et en fonction de notre résilience, parce qu'on a tous une capacité de résilience à éponger, à passer à autre chose individuelle, j'imagine. Pour ceux qui, par exemple, auraient subi un trauma particulier à un moment donné, on peut s'attendre à une réplique de l'axe endocrinien qui a été endommagé au moment du trauma. Alors, je suis pas sûre que le terme réplique soit forcément le plus adapté, mais en tout cas, ce que je pourrais donner comme exemple, par exemple, c'est si sur une phase de puberté, on a la mise en place de l'axe qu'on appelle nous gonadotrope, donc en fait l'axe sexuel. On a, je sais pas, par exemple, une séparation, un divorce des parents qui va être vraiment très impactant pour la personne. On va pouvoir voir déjà qu'à cette période-là, la mise en place de l'axe gonadotrope, donc la mise en place des hormones sexuelles de la puberté, va se faire avec difficulté. Donc ça peut se manifester par exemple chez la jeune femme par de l'acné, alors chez le jeune homme aussi, de l'acné, un retard dans les règles, des douleurs particulières. Et en fait, on va pouvoir voir cette même jeune femme éventuellement vers la trentaine, souhaitant avoir des enfants et se retrouvant dans une configuration où elle a du mal justement à avoir des enfants, pour lesquels les résultats, je dirais, classiques médicaux sont normaux. Ça veut dire, madame, vous n'avez pas de problème. Ça, c'est le truc qui plaît jamais. Vous n'avez pas de problème, mais vous ne tombez pas enceinte. Et on va être sur de la fonctionnalité en fait ovarienne et en endobiogénie, on va pouvoir l'aider grâce à des plantes à en fait faire que ses ovaires fonctionnent mieux, en tout cas que les hormones sexuelles, les œstrogènes et la progestérone soient plus efficientes. Et on saura en fait que ça fait rappel à ce qui s'est passé en fait pendant son adolescence. Merci docteur Coupleux. Pour l'heure, je vous propose de retrouver le docteur Jean-Christophe Charrier pour sa chronique. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour, Je suis avec Marie Coupleux. Et nous étions en train de parler d'adaptation. Oui, j'imagine que tu la connais bien. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Marie. Le sujet de ce matin, c'est l'adaptation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et nous emmener sur une ou deux plantes qui favorisent l'adaptation, s'il te plaît?
L'adaptation, c'est essentiel au fait de rester vivant, en fait, parce que nous sommes dans une dynamique d'équilibre permanent et nous subissons des stress et des agressions au quotidien. Et il faut qu'on se remette dans cet état d'équilibre. Et pour ça, on a 2 plantes majeures qu'on utilise en endobiogénie et que je voulais vous parler ce matin. Donc, c'est le cassis et l'églantier. Allons-y. Le cassis Ribes nigrum, qui est une plante très importante. Vous savez, souvent, vous allez chez le médecin, vous avez de l'inflammation, on vous donne des corticoïdes. Eh ben, le cassis va aider votre organisme à fabriquer lui-même ses propres corticoïdes. C'est-à-dire qu'il va vous aider à fabriquer les molécules pour lutter contre l'inflammation. Très bien. Le grand avantage, c'est qu'on n'est pas en substitution, mais on est en stimulation de ce que l'organisme est capable de produire. Donc, l'organisme sait réguler ses corticoïdes. Naturellement. Voilà, parce que quand on prend trop de corticoïdes en médicaments, eh bien justement, on peut endormir les glandes surrénales qui produisent cette molécule et s'affaiblir en fait dans le temps par rapport à la réactivité inflammatoire. Exactement. Et la deuxième plante secrète? La deuxième plante secrète, eh bien, c'est la petite sœur du cassis, c'est l'églantier, parce qu'on aime bien les associer toutes les deux. Quand on utilise, quand l'organisme est trop branché sur le cortisol, il a un potentiel, c'est de se déminéraliser. Et l'églantier, tout en soutenant la production du cortisol, aide également à la reminéralisation. Donc on adore l'associer avec le cassis. Non seulement on va augmenter la puissance symptomatique, on va dire, de ces 2 plantes-là, mais en plus on va se protéger des potentiels de risque du cortisol chronique. Merci beaucoup, docteur Jean-Christophe Charrier. On se retrouve la semaine prochaine ensemble et pour l'heure, on peut vous retrouver sur iempi.fr. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le docteur Marie Coupleux. On pose souvent la question de l'importance du microbiote dans la santé, dans les pathologies. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, étant formée à l'endobiogénie, j'ai une vision peut-être un peu particulière du microbiote, c'est-à-dire que nous, on considère que c'est un organe tampon, donc c'est un organe à part entière, mais qui va servir en fait les besoins métaboliques du système endocrinien. Alors, ça veut dire quoi tout ça ? Allez-y. Ça veut dire que, en fonction des besoins de l'organisme, celui-ci va pouvoir adapter la composition du microbiote, soit pour absorber plus de nutriments. Donc, par exemple, on a besoin de protéines, sachant que ce sont les œstrogènes qui vont permettre la synthèse des protéines. Donc, s'il y a une carence œstrogénique, on a une carence sur la formation de protéines. On va pouvoir avoir un système relais qui va se mettre en place au niveau du microbiote, avec ce qu'on appelle des zones de congestion. Ça veut dire qu'on va avoir à la palpation une zone particulière. En plus, il y a une géographie en fait particulière, une cartographie en fait particulière au niveau du tube digestif, où quand le médecin va palper, en fait, il va sentir en fait soit une résistance, soit une douleur. Et on sait que en regard de cette zone-là, eh bien en fait, on a une absorption plus importante de protéines et qu'on potentiellement, on peut avoir une problématique sur les œstrogènes. Pourquoi je dis potentiellement ? Parce que c'est pas un signe clinique qui fait que on va déterminer une problématique, c'est une convergence de signes cliniques qui va nous amener à poser éventuellement un éventuel diagnostic en disant peut-être qu'il y a une carence œstrogénique qui pourra d'ailleurs être confirmée ou pas en fonction de l'habilité qu'on a à la clinique avec un examen biologique sanguin. Donc là, on est quand même loin de la pratique assez usuelle d'emmener des probiotiques, des prébiotiques comme ça. On est plus sur une notion de terrain. Exactement. Et en fait, le microbiote, il peut aussi décider. Il y a des toxiques, par exemple, donc on va effectivement avoir des diarrhées, comme on peut avoir des constipations. Et quand on a une constipation, en fait, on retient plus longtemps les nutriments, ou en tout cas les matières, pour avoir des réabsorptions qui soient plus importantes. Tout ça toujours dans une finalité en fait métabolique. Alors, on sait que de toute façon, un microbiote, il est non modifiable. Ça veut dire que même si on vous donne des probiotiques, on va soulager certainement un certain nombre de symptômes. Ça, c'est indéniable. Mais on sait aussi qu'à 6 mois de prise de probiotiques, le microbiote redevient comme il était à la normale. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quelle action peut-on avoir de façon pérenne sur un microbiote ? C'est une question que je lance qui est ouverte. Moi, je pense que beaucoup de problèmes de microbiote sont liés à des problématiques d'alimentation.
Donc déjà, qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, est-ce qu'on mastique suffisamment? Et on va revenir aussi toujours à l'endobiogénie, à la prépondérance du système nerveux végétatif, puisqu'on sait que le tube digestif, il est fortement innervé, donc il y a des nerfs, notamment le nerf vague, et on a tous les phénomènes de stress, d'anxiété qui vont pouvoir provoquer des spasmes de certains muscles et notamment de certains sphincters, donc notamment le sphincter d'Oddi, qui est extrêmement important. Et quand on a un sphincter d'Oddi qui est spasmé, et c'est le cas de la plupart des gens que je rencontre moi par exemple en patientèle, eh bien on sait qu'on va avoir des enzymes qui vont pas être là en quantité suffisante. Oui, parce qu'Oddi, en fait, pour résumer, ça collecte des enzymes depuis le pancréas et depuis la vésicule biliaire. En fait, d'où l'importance. Donc si ce petit carrefour est bloqué, on en a toujours qui passe, évidemment, c'est pas fermé à 100%, mais pas en quantité suffisante, et donc notre microbiote va se retrouver à digérer des choses qu'il ne devrait pas digérer. Et là, on rentre dans les phénomènes de dysbiose, et éventuellement, à plus ou moins long terme, on peut avoir des pathologies type infection urinaire à répétition, mycose vaginale à répétition, ou mycose digestive à répétition, ou fatigue, puisqu'effectivement, on va plus être alimenté au niveau des nutriments de façon optimale. Et donner des probiotiques, c'est juste aller sur le symptôme final. Et tant que vous n'aurez pas fait lâcher le spasme au sphincter d'Oddi, bien vous n'aurez pas les bonnes enzymes qui vont vous permettre d'avoir le bon métabolisme. Évidemment, donc comme les intestins à travers le système nerveux mésentérique sont extrêmement innervés, donc vous nous dites que ce système nerveux fait la pluie et le beau temps dans l'appareil digestif, et c'est lui qu'il faut soigner d'abord avant de s'attaquer au microbiote par exemple. Oui, moi quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, que ce soit à la pharmacie ou au cabinet, en me disant j'ai des ballonnements, ou une femme qui a des mycoses à répétition, la première question que je vais lui poser, c'est quel est votre niveau de stress? Alors les gens sont pas toujours très à l'aise d'ailleurs pour répondre à ce type de questions, parce que l'esprit humain est très doué pour être dans le déni, ou pour s'habituer en fait à vivre dans des conditions dans lesquelles on ne devrait pas vivre. Donc parfois la notion de stress est particulière à les gens sont adaptés à leurs problématiques quotidiennes. Ils sont hyper adaptation en permanence. Donc quelque chose d'anormal devient normal. Donc c'est toute la notion de normalité versus anormalité. Et donc il faut poser plusieurs questions. Et en général, on arrive souvent à des problématiques de stress et de système nerveux végétatif qui sont déréglés. Ça met en avant encore un autre problème bien plus fondamental, c'est est-ce qu'en 1 minute au comptoir, on peut faire l'anamnèse de quelqu'un et lui donner un produit, quoi. Alors non, on peut pas, mais on peut quand même avoir. Alors 1 minute, c'est quand même très très court. Mais en 15, non, mais il faut prendre le temps. Non, mais il faut prendre le temps. C'est une autre façon d'appréhender le patient, et que ce soit au comptoir ou en cabinet. C'est sûr qu'on fait pas de l'endobiogénie en 2 minutes au comptoir. On va prendre 15 minutes, 20 minutes. Donc il faut avoir du temps, poser des questions clés, être à l'écoute des signes cliniques, et à partir de là, on peut quand même savoir si on a un système, par exemple, alpha-sympathique qui est prépondérant, qui est prédominant, qui est le système de vigilance. Système de tension, effectivement. Ouais, on parle beaucoup des adultes, j'aimerais qu'on évoque les petits patients, les enfants, parce que c'est quand même des questions qui nous reviennent souvent. Et qu'en est-il des enfants, effectivement? Eh bien, les enfants, c'est très important de s'en occuper. C'est le futur, c'est les adultes de demain. Et si on veut que demain soit différent d'aujourd'hui, eh bien, il faut bien s'occuper de nos enfants et leur donner une vision grande et large et tolérante de la vie. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux enfants? Surtout, quelles sont les formes d'administration les plus courantes? Alors, pour soigner les enfants avec des plantes, on a quand même pas mal de choix. On peut déjà proposer des hydrolats aromatiques. Les hydrolats, c'est le résiduel des huiles essentielles, c'est ça? C'est quand on fait une distillation d'une plante aromatique avec de l'eau, on va récupérer l'huile essentielle dans un premier temps, et puis de l'eau qui a servi en fait à la distillation, qui va surnager en général, et qui s'appelle à la fin plus de l'eau, mais en fait un hydrolat aromatique. C'est très facile à utiliser parce que beaucoup moins riche en composants aromatiques que l'huile essentielle. L'huile essentielle, c'est 100% de composants aromatiques, alors que l'hydrolat, en fait, ça va être 0,2 à 0,3%. Oui. Donc, chez un enfant, on a une flexibilité, du coup, qui est beaucoup plus importante. Alors, pas que chez les enfants, on peut l'utiliser aussi chez les adultes, chez la femme enceinte, à condition de savoir quelle plante on utilise et quelle propriété à la plante. Il faut que ce soit en adéquation avec le patient qu'on a. Mais l'hydrolat, en fait, ne contient pas d'alcool. Donc, en fait, on peut le donner aux nourrissons qui viennent de naître, aux enfants de 3 ans comme aux adolescents. C'est super ça. Donc du coup, on peut administrer différentes formes galéniques, dont l'hydrolat. Qu'est-ce que vous pourriez recommander aux parents qui se plaignent des enfants qui ont du mal à trouver le sommeil? Alors, si on reste dans les hydrolats aromatiques, on va avoir là, je pense que le premier qui
peut venir à l'esprit de tout le monde, c'est la fleur d'oranger, qui est très connue. Qui va calmer, qui va détendre et qui marche très bien notamment chez les enfants qui auront tendance à faire des cauchemars ou des terreurs nocturnes. Pareil chez les petits qui viennent de naître et pour lesquels on a parfois du mal, où ils ont des phases en fait un petit peu d'anxiété, notamment ce qu'on appelle les anxiétés vespérales, donc vers 18 heures là où on ne sait plus quoi faire avec les bébés. On peut essayer de leur donner en fait un petit peu d'hydrolat de fleur d'oranger, donc soit dans le biberon, soit si la maman allaite, eh bien on va utiliser une pipette et on va en fait positionner la pipette entre la gencive et la joue, avec un bébé qui doit bien être en position semi-assise. Eh oui. Faire attention, semi-assise, et on va appuyer doucement puisque le bébé sait pas forcément très bien déglutir, et on va pouvoir lui administrer en fait la fleur d'oranger. Et aussi la lavande, j'imagine. Oui, la lavande qui est très intéressante, toujours en hydrolat. Elle aura un côté en plus, elle fait baisser le système alpha sympathique, donc la tension, le système de vigilance. Donc en fait, les bébés qui sont très nerveux, qui ont des réflexes archaïques très prononcés, réflexes de Moro, mais chez les plus grands aussi, un peu les hyperactifs, les enfants qui sont en hypervigilance, qui ont toujours peur qu'il arrive quelque chose. En fait, la lavande va être très intéressante, d'autant plus qu'elle est très aussi antispasmodique. Donc on va agir sur ce fameux sphincter d'Oddi. Et pouvoir allier aussi une action sur les problèmes digestifs. Qu'en est-il des colites ? Et voilà, on va arriver. On a bien glissé sur le sujet. Sur les colites, alors c'est vrai qu'on a la lavande qui peut se donner, notamment en cas de sphincter d'Oddi spasmé. Après, on a d'autres plantes qui vont peut-être être plus intéressantes, en tout cas chez le nourrisson. C'est la mélisse, qui en plus favorise la digestion et aussi très antispasmodique et qui détend. Et on a la camomille aussi, c'est ça, la camomille qui peut se donner, qui est antalgique, antispasmodique et qui est aussi très sédative et relaxante. Parfait, vous parlez souvent de massage associé à ces pratiques. Oui. Alors le massage, en tout cas moi j'ai beaucoup d'intérêt pour cette pratique-là. Alors on va plus être éventuellement sur l'utilisation d'huile essentielle. L'intérêt du massage, c'est quoi ? C'est déjà d'avoir du contact. Dans une société où on se touche plus. Notamment depuis le Covid, plus personne ne se touche. Et ça manque cruellement, et notamment dans la relation parent-enfant, c'est très important en fait de toucher son enfant, parce que quand il vient naître, en fait, il a vécu 9 mois dans un environnement qui était très fermé, qui s'appelle l'utérus maternel, et du jour au lendemain, en fait, il a accès en fait à l'entièreté de l'espace, et parfois c'est aussi un facteur de stress. Et donc le masser pour lui apprendre que, eh bien, il a des membres et qu'il peut être maintenu, c'est très important. Ça permet la sécrétion d'ocytocine, une hormone qui favorise l'attachement. Donc dans la relation maman-bébé ou même papa-bébé, c'est très important, surtout au démarrage de la vie du bébé. Merci beaucoup, docteur Marie Coupleux. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie, enseignante en phytothérapie et aromathérapie. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 15h30 sur Sud Radio, évidemment. En attendant, restez en santé. Sud Radio, la santé demain. Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.